Madame la Présidente. Presque une semaine après la présentation du troisième budget du ministre des Finances pour cette présente législature, nous constatons, comme à chaque fois, des réactions les plus diversifiées, avec cependant une constante, un budget populiste. Mais est-ce vraiment le cas? Cette question, Madame la Présidente, il faut bien la poser, car depuis jeudi dernier, la machine communicante du gouvernement, en particulier celle du Premier ministre et ministre des Finances, s'est empressée d'utiliser tous les superlatifs pour qualifier non seulement ce budget, mais aussi le ministre des Finances lui-même. J'ai même entendu sur les ondes d'une radio privée vendredi dernier un des conseillers en communication du Premier ministre utiliser les mots « magicien » et « funambule » à son égard. Je dois effectivement reconnaître que le budget 2018-2019 comporte quelques mesures qui visent à soulager les familles mauriciennes. Madame la Présidente, pour qu'un budget populiste ou pas aide vraiment une population dont le pouvoir d'achat n'arrête pas de dégringoler année après année, il faudrait qu'un tel exercice s'installe dans la durée. Or, parmi les 4 mesures supposément populistes qui figurent dans ce présent budget, il n'y a que celle concernant la baisse du prix de la bouteille de gaz qui pourrait aider une famille à faire un semblant d'économie. Mais là encore, cette décision est aléatoire et rien ne garantit pour l'heure qu'une hausse n'est pas à écarter dans les mois à venir. Par contre, Madame la Présidente, la décision de ne pas augmenter le prix de la consommation d'eau est en réalité une non-décision. Cette décision de ne pas augmenter le prix de l'eau est sans aucun doute une mesure prise pour calmer le sentiment de colère qui ronge la population face à une promesse jamais respectée par le gouvernement, à savoir la distribution d'eau en 24/7. Mais aussi, Madame la Présidente, c'est aussi une claque magistrale à celui qui se faisait un malin plaisir à harceler la population semaine après semaine sur une future hausse des tarifs. D'autre part, la décision de baisser le prix des carburants est aussi une mesure qui vise sans aucun doute à calmer les esprits surchauffés depuis les hausses successives de décembre 2016 à mai dernier. Madame la Présidente, de quelle baisse peut-on parler quand on sait qu'avant le budget, le litre d'essence est passé de 47,30 à 52 roupies et le diesel de 38,10 roupies à 41,90 roupies le litre, soit une augmentation de 4,70 roupies et 3,80 roupies respectivement. Donc, avec cette mesure du présent budget, l'essence se vend désormais à 49,65 roupies le litre et le diesel à 40 roupies le litre, soit une baisse de seulement 2,35 roupies pour l'essence et 1,90 roupie pour le diesel. Comme le dit si bien l'adage, Madame la Présidente, il n'est pis aveugle que celui qui ne veut pas voir. Cette baisse du prix des carburants modifie en fait très peu de choses dans le budget d'une famille. Comment peut-on parler d'une mesure qui vise à aider la population alors que celle-ci se fait toujours plumer en constatant l'érosion de son pouvoir d'achat déjà mal en point avant la présentation de ce budget? Madame la Présidente, dans les 3 budgets présentés par ce gouvernement, on note l'échec à pouvoir mettre en place une économie forte pour créer des emplois pour nos jeunes qui, selon les statistiques, représentent aujourd'hui plus de 50% des chômeurs à Maurice. Madame la Présidente, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, ce gouvernement semble se faire une fixation avec le chiffre 3000. Je m'explique. Dans son premier budget, le gouvernement avait précisé qu'il y avait 3000 chômeurs gradués dont la formation ne répondait pas aux exigences du marché et promettait à ces gradués chômeurs que des cours accélérés, avec des perspectives d'emploi à haut revenu, seront mis en place. Dans la foulée, le gouvernement avait promis qu'il décaisserait aussi quelques 80 000 roupies par étudiant chaque année pour cette formation. Et en 2018, ce même gouvernement n'a pas trouvé mieux que d'annoncer un plan pour délivrer un certificat de compétences à 3000 jeunes. 3 ans après, très peu de choses ont été réalisées. Et le gouvernement vient cette fois
avec pratiquement le même programme, mais avec un nom différent. Est-ce cela un budget visionnaire, Madame la Présidente? Pour faire ce que j'appelle de la variation sur le même thème, le ministre des Finances a annoncé dans son discours l'introduction d'un Youth Service Program. Le YSP est censé être plus efficace que le Youth Employment Program. Ce programme se concentrera désormais sur l'emploi post-HSC et donnera encore de l'espoir à quelques 3500 jeunes. Madame la Présidente, depuis 2005, tous les gouvernements qui se sont succédés ont failli dans leur responsabilité de trouver les moyens pour donner aux jeunes de ce pays un avenir plus prometteur et des pistes pour développer leurs talents. Le monde du travail a évolué. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent des chantiers battus ou traditionnels pour créer leur start-up. Toutefois, quand on fait un constat, on note que plus de 330 millions sont dépensés chaque année, sans pour autant que l'État n'arrive à satisfaire les besoins des jeunes mauriciens. Madame la Présidente, outre le changement de nom, le Youth Service Programme sera désormais placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a déjà le fait que ce ministère arrive difficilement à gérer les deux secteurs qui lui sont attribués. Et je me demande comment se fera la gestion du Youth Service Programme. Par conséquent, en lançant ce programme sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, on constate un degré d'incohérence et d'amateurisme pour s'attaquer au problème réel de l'employabilité chez les jeunes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports va-t-il réinventer la roue? Surtout qu'un certain nombre de questions se posent. Qui dirigera les cours? Qui évaluera les participants? Les techniciens du ministère de la Jeunesse et des Sports ont-ils l'approche pédagogique nécessaire pour ce type de formation? Où les cours seront-ils dispensés? Et quelle est l'employabilité ciblée, entre autres? Madame la Présidente, comme nous célébrons aujourd'hui la fête de la musique, j'ai une pensée spéciale pour tous les amoureux de la musique, et en particulier ceux et celles qui ont fait de la musique leur métier, leur gagne-pain. Cependant, comment ne pas déplorer que ce présent budget ne fasse aucune mention au développement du secteur économique artistique? Au lieu de favoriser l'art et la création artistique au sens le plus large à Maurice, pour créer une industrie, ce présent gouvernement fait tout pour compliquer toute tentative dans ce sens. J'avais un petit sourire lundi dernier lorsque j'ai pris connaissance d'un titrail d'un quotidien sur le domaine artistique mauricien et dont les dotations de ce présent budget. Mais très vite, Madame la Présidente, mon sourire a disparu pour laisser la place à l'incompréhension et la colère. Car effectivement, chaque année, le monde des arts mauriciens est appelé à tenir zot la rose face à l'action et l'indécision du gouvernement sur ce dossier. Absolument rien n'est fait pour valoriser les artistes locaux et les produits artistiques made in Maurice, malgré tout ce qu'a bien pu dire le ministre concerné hier dans son intervention. Les amendements apportés au Copyright Act en 2017 stipulent clairement les fonctions de la MASA pour la gestion des œuvres artistiques, et cela pas pour la musique uniquement. Or, dans ce présent budget, Madame la Présidente, aucune mention n'est faite pour la consolidation de la MASA et l'instauration d'une structure interne pour la gestion des œuvres littéraires, cinématographiques, visuelles et plastiques, entre autres. Et toujours au sujet des droits économiques, aucune considération n'a été faite pour la copie privée. Cette collection, qui est un prélèvement sur les équipements tels que les CD vierges, clés USB, cartes mémoire, entre autres, s'avère être une source de revenus majeure pour les artistes. Madame la Présidente, la dotation annuelle de la MASA aurait dû être revue à la hausse afin de prendre en charge les frais administratifs, y compris le salaire du personnel. Mais rien, absolument rien, alors que les artistes ont de plus en plus du mal à trouver une salle à des prix convenables pour se produire. D'un autre côté, les espaces culturels se font de plus en plus rares à Maurice. Madame la Présidente, quelques mots sur la circonscription de Beaubassin-Petite-Rivière et aussi quelques mots sur la ville de Beaubassin-Rosille. En effet, Madame la Présidente, la circonscription de Beaubassin-Petite-Rivière a souvent fait la une de la presse nationale ces derniers temps, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Certains honorables ministres
probablement présents dans l'hémicycle aujourd'hui, n'en gardent d'ailleurs pas un bon souvenir, car le gouvernement cherchait à venir de l'avant avec un projet sans consultation au préalable avec les habitants. Il s'agit ici, bien sûr, du projet de métro express qui passe par la région de Barkly. Une région qui fait déjà face à un certain nombre de fléaux et où le gouvernement a montré peu de considération, sinon aucune, à l'égard des habitants lorsque le projet métro express a été lancé. En effet, Madame la Présidente, la situation aurait pu dégénérer en septembre de l'année dernière lorsque, sans informer les habitants, les bulldozers ont commencé à détruire des maisons, à démolir des maisons. Et en tant que député de cette région, j'ai été le témoin de pleurs et de grincements de dents face à ce que je considère comme de l'arrogance du gouvernement devant la détresse des petites gens. Bientôt une année que les bulldozers ont démoli des maisons et ils vont bientôt s'attaquer dans peu de temps aux espaces verts, aux jardins d'enfants et sans aucun doute aux complexes sportifs, entre autres. Madame la Présidente, face à cette nouvelle appréhension des habitants, les questions que je me pose sont les suivantes. Est-ce que le gouvernement a engagé une discussion franche avec les habitants de Barkly avant de poursuivre les travaux? Avant que les bulldozers ne refassent leurs apparitions dans cette région, est-ce que l'État a proposé des alternatives aux habitants? Est-ce que le gouvernement a déjà alloué une nouvelle demeure à ceux dont les maisons ont été démolies? Est-ce que les habitants de cette région bénéficieront toujours du passage des autobus près du centre de jeunesse, comme à l'accoutumée? Quelles sont les routes qui seront fermées et quelles sont les déviations prévues, sans compter le problème de stationnement qui va probablement surgir lorsque les travaux vont bientôt commencer? Autant de questions, Madame la Présidente, qui pour l'heure restent sans réponse. Ne dit-on pas, je préfère laisser braire les ânes, Madame la Présidente, ne dit-on pas, honorable Anne, comme le dit si bien l'honorable Paul Béranger, ne dit-on pas, Madame la Présidente, que l'oisiveté est la mère de tous les vices? Et nous savons tous que les premières victimes de cette situation seront les jeunes. Les jeunes, justement, parlons de ceux qui habitent dans la région de Canotte. Écoutez bien, monsieur le PPS, qui se trouve également dans la circonscription de Beaubassin-Petite-Rivière. En effet, cette région a été définitivement rayée de la carte en matière de projets de développement. Pourtant, le ministre des Finances a évoqué dans son discours que des millions et des millions, voire des milliards de roupies vont être dépensés dans des projets en tout genre. Mais le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver quelques milliers de roupies pour terminer un terrain de football qui est à l'abandon depuis 2015. Et ce n'est un secret pour personne, Madame la Présidente, que la région de Canotte est dépourvue de toute infrastructure digne de ce nom et à la hauteur d'une île Maurice qui se veut moderne et tournée vers l'avenir. Or, Madame la Présidente, la région de Canotte est une région oubliée, comme je l'ai dit précédemment, du processus de développement. Sur cette question de terrain de football, je ne peux cacher mon indignation devant l'absence de considération de l'État, du PPS en particulier, devant le désarroi qui attendent depuis des années ces jeunes pour avoir un terrain de jeu. Cette situation intolérable ne peut plus continuer et je demande à ce que le gouvernement agisse au plus vite pour donner aux jeunes de Canotte ce dont ils méritent. Je ne peux également passer sous silence le piteux état dans lequel se trouve aussi le centre communautaire de Canotte et le complexe sportif annexé. Laissé à l'abandon et dans un état de décrépitude, Madame la Présidente. C'est ce qu'on peut dire sur ces deux infrastructures qui méritent plus que jamais une remise à neuf avec toutes les aménités nécessaires. Effectivement, Madame la Présidente, une récente visite des lieux m'a permis de constater de visu que le centre communautaire de Canotte est dépourvu de toute aménité et qu'il est temps d'apporter des améliorations pouvant satisfaire les jeunes et les moins jeunes de cette région. Ne parlons pas des personnes qui ont été choisies pour gérer ce centre, tous des agents politiques qui sont quasiment absents et n'assument pas leurs responsabilités. D'ailleurs, aucune activité n'a été organisée depuis belle lurette. Ceci dit, Madame la Présidente, dans cette même ordre d'idée, je voudrais aussi déplorer le fait que la municipalité de Beaubassin-Rosil n'assume plus son rôle auprès des habitants de cette région.
Depuis 3 ans, les habitants de Beaubassin-Rosil ne font noter qu'un semblant de gestion au sein de cette équipe municipale, qui fait tout sauf son rôle qui consiste à être au service des citadins. Pour ne citer quelques exemples de cette situation, il y a les drains dans les différentes régions qui ne sont pas nettoyés à un rythme soutenu. Les jardins familiaux ne sont pas entretenus. Les trottoirs, comme disait l'honorable Le Poigneur avant moi, sont dans un piteux état. Le trafic routier dans le centre de Beaubassin se déroule dans l'anarchie le plus totale, notamment en ce qui concerne le stationnement de voitures, au risque de voir un jour survenir un accident grave. Absence totale également au niveau des animations sportives et culturelles des quartiers. Et en dernier lieu, très peu de soutien à la pratique du sport dans cette ville. C'est vous dire, Madame la Présidente, à quel point la situation s'aggrave dans notre circonscription. Madame la Présidente, autre secteur sur lequel je voudrais dire quelques mots est celui de la santé. En effet, notre système de santé, malgré les nombreuses annonces faites budget après budget, est toujours défaillant. La situation dans les hôpitaux continue à défrayer la chronique, et ce, de façon quasi quotidienne. Que n'avons-nous pas entendu ces derniers temps? De la négligence médicale, des bébés qui meurent après une injection, sans oublier cette sordide histoire de bébé qui a disparu après sa naissance, selon la plainte déposée par les parents. J'ai déjà évoqué dans cette même chambre, Madame la Présidente, la situation des patients atteints de cancer, et surtout comment leur vie se transforme davantage en souffrance lorsqu'ils vont pour des traitements à l'hôpital Victoria-Condos. Les conditions dans lesquelles ces patients sont traités sont inhumaines et pénibles, alors que les équipements sont les plus souvent en panne. La promesse faite dans le budget de l'année dernière pour l'achat des Linear Accelerators est restée au stade des promesses, tout comme celle d'un nouvel hôpital pour le traitement des personnes justement atteintes de cancer. Le Premier ministre et ministre des Finances a annoncé dans sa liste de mesures pour le secteur de la santé jeudi dernier la construction d'un New Cancer Center. Est-ce le même projet qui est annoncé à nouveau? Il me semble que ce soit le cas, après que le projet n'a toujours pas débuté, malgré les 75 millions qui avaient été prévus en 2017 et 2018. Et pour ajouter à cela, nous apprenons que les patients qui souffrent de calculs rénaux vivent depuis quelque temps un véritable cauchemar. L'appareil nécessaire pour le traitement de cette maladie est en panne depuis plusieurs mois déjà à l'hôpital SSR. Dans ces conditions, comment peut-on prendre au sérieux toutes les mesures annoncées par le ministre dans ce secteur, par le ministre des Finances? Nous sommes plus aujourd'hui dans les effets d'annonce que dans les faits concrets, Madame la Présidente. En attendant, ce sont les Mauriciens qui utilisent les services dans les hôpitaux qui en font les frais. Madame la Présidente, la Commission de l'Union africaine a initié en 2012 un cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme, servant de feuille de route pour l'Afrique afin d'éradiquer ces 3 grandes maladies d'ici 2030. À Maurice, nous avons la chance d'avoir pu mettre fin au paludisme et les rares cas proviennent de personnes venant de l'étranger, mais vite répertoriées. Quant à la tuberculose, la situation est sous contrôle, malgré que tout n'est pas parfait au niveau de la gestion des cas. Par contre, là où la situation est inquiétante, Madame la Présidente, c'est au niveau du VIH-Sida. L'Observatoire du Sida en Afrique, créé au sommet d'Abuja en 2001, est revitalisé en 2012 comme un instrument phare visant à sensibiliser les chefs d'État et les dirigeants à prendre les actions concrètes et à mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre la prolifération du virus. En dépit de cela, à Maurice, 368 nouveaux cas ont été dépistés en 2017, selon les statistiques du ministère de la Santé. C'est le chiffre le plus haut depuis 2011. Selon Nicolas Ritter, directeur exécutif de PILS, ce sont les changements initiés dans les programmes de réduction de risque du temps où l'honorable Aline Guyane était ministre de la Santé. C'est M. Ritter qui le dit. Mais aussi une prise en charge pas toujours adéquate, entre autres facteurs. Il a aussi fait ressortir récemment que le nombre de cas recensés chez les injecteurs de drogue et chez les femmes a connu une hausse. C'est vous dire que l'inquiétude est à son apogée chez les ONG impliquées dans la campagne contre ce virus, et j'espère que l'honorable ministre de la Santé en a pris bonne note.
Madame la Présidente, j'arrive maintenant au sport. Et au risque de me répéter, au risque de déplaire aux honorables membres de la majorité, le sport mauricien est depuis des années sous perfusion. Et cette situation est bien partie pour durer encore des années si des remèdes efficaces ne sont pas prescrits. Notre sport est malade, c'est un fait. Et les mesures annoncées dans ce présent budget, comme dans les précédents, ne viennent nullement répondre aux attentes du mouvement sportif. Petite panne technique. C'est un... Voilà, j'arrive. Voyons dans les faits, excusez-moi, Madame la Présidente, ce que le ministre des Finances a annoncé pour ce secteur. 6 petits paragraphes pour dire que tout le monde s'attendait en fait... Oh là là, je crois que je vais prendre mes papiers. Il y a un petit problème avec mon iPad, vous m'excusez. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'y arrive. Voilà. Je vais reprendre justement ce que j'ai dit sur le sport. Au risque de me répéter, le sport mauricien est depuis des années sous perfusion et cette situation est bien partie pour durer encore des années si des remèdes efficaces ne sont pas prescrits. Notre sport est malade, c'est un fait, et les mesures annoncées au présent budget, comme dans les précédents, ne viennent nullement répondre aux attentes du mouvement sportif. Voyons dans les faits ce que le ministre des Finances a annoncé pour ce secteur. 6 petits paragraphes pour dire que tout le monde s'attendait en fait, à savoir un financement de 75 millions et 195 millions pour la préparation des athlètes dans le cadre des Jeux des îles et l'organisation de ces mêmes Jeux respectivement, ainsi que 375 millions pour la rénovation de 17 sites sportifs, incluant 2 à Rodrigue. Le ministre des Finances, en fait, Madame la Présidente, ne présente rien de nouveau ou de révolutionnaire pour permettre au sport mauricien de sortir de sa léthargie chronique. Le ministre des Sports, dans sa réaction à chaud, après le discours du ministre des Finances jeudi dernier, n'a pas trouvé mieux à dire que ce budget fait la part belle aux Jeux des îles. Madame la Présidente, pouvait-il en être autrement? Investir de l'argent dans les infrastructures et dans la préparation des athlètes pour les Jeux des îles de l'année prochaine est une démarche tout à fait normale, pour ne pas dire obligatoire. Ces Jeux se tiendront à Maurice l'année prochaine et on aurait été plus d'un à s'étonner si le ministre des Finances n'avait pas alloué les fonds nécessaires. Je reviendrai un peu plus tard dans mon intervention sur les sommes qui ont été allouées à la préparation et à la rénovation des sites de compétition pour ces Jeux. Pour l'heure, je vais surtout m'attarder sur l'absence totale de vision du ministère des Sports. Dans la présentation du budget 2018-2019, que propose-t-on pour améliorer le sport mauricien? Rien, absolument rien de nouveau pour insuffler ce nouveau départ que recherche le mouvement sportif depuis des années. Nous avons certes noté avec satisfaction que le State Recognition Scheme a été mis en place pour les anciennes gloires du sport mauricien. Une mesure que j'avais moi-même évoquée et souhaitée à maintes reprises dans cette Chambre. Mais dans le fond comme dans la forme, le sport mauricien est resté sur sa faim. Comme son prédécesseur, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports a constamment fait du neuf avec du vieux. So to add insult to injury, le ministre a tout simplement attribué de nouvelles appellations aux compétitions existantes et reprises par son ministère, comme celle qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des Jeux des jeunes élites, dont la première édition a été organisée cette année, mais qui est en fait les Jeux de l'avenir, qui datent, dois-je le rappeler, de l'ère de Michael Glover. Du neuf avec du vieux. Madame la Présidente, le piteux état dans lequel se trouve certaines disciplines sportives à Maurice est bien la preuve qu'année après année, le sport mauricien ne s'améliore pas et peine à trouver le sommet africain. Je vais épargner la Chambre de la longue liste des fédérations qui vont mal.
Mais je ne vais pas passer sous silence ce qui se passe au sein de deux fédérations, notamment le football et le judo. Comble de l'ironie, l'année dernière, j'avais évoqué le cas de ces deux disciplines et je dois y revenir cette année encore. Preuve que rien n'a été fait pour changer les données. Le football et sa fédération, la MFA, Madame la Présidente, sont devenus après année un trou sans fond, avec à la clé aucun résultat encourageant. Aujourd'hui, Maurice est la risée de toute la région de l'océan Indien. Pour preuve, au dernier classement de la FIFA, en date du 7 juin 2018, le club M se situe à la 155e place, tandis que Madagascar et les Comores sont respectivement aux 106e et 149e places. Donc, face à cette situation, on devine déjà ce que seront les résultats pour les Jeux des îles de 2019. Et pourtant, Madame la Présidente, l'honorable ministre des Sports, répondant à l'une de mes questions parlementaires, après l'élimination du club M par les Comores en avril 2017, dans les éliminatoires de la CAN 2019, avait affirmé, et je le cite, « C'est vrai que nous n'avons pas pu faire mieux vis-à-vis des Comores, mais je puis rassurer l'honorable membre que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le football mauricien s'améliore et que nous fassions de très bons résultats pour les Jeux des îles. » Madame la Présidente, plus d'une année après, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Absolument rien. Les récentes performances de notre sélection nationale dans les compétitions internationales, dont la dernière en date au mois de juin, la COSAFA Cup, sont tout simplement catastrophiques. Un pic de rappel si nécessaire. Le club M a été battu par 6-0 par le Botswana, 139e au classement FIFA le 1er juin dernier en Afrique du Sud. Le club M, qui est donc la vitrine de notre sport roi, est l'illustration parfaite d'un sport qui va mal, qui s'enfonce année après année dans l'indifférence la plus totale, et sans aucun doute avec la complicité de certaines personnes au sein même du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sinon, Madame la Présidente, comment expliquer qu'au début de l'année, il était question, suite à une série de pressions qui ont été exercées de toutes parts, en particulier par le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour que la Mauritius Football Association, la MFA, organise des élections afin de nommer un nouvel exécutif, tout en respectant le Sportsac 2016, la loi qui régit l'organisation du sport à Maurice. Que s'est-il passé le 10 juin dernier à Trianon? La MFA a organisé son assemblée générale élective et a fait fi de tout respect du Sportsac, sans que quiconque au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports ne lève le petit doigt ou la voix pour dire que cette fédération agit dans l'illégalité. Cette confirmation n'est pas de moi, Madame la Présidente, mais a été entendue de la bouche de l'honorable ministre lui-même le 11 juillet 2017 en réponse à une de mes questions parlementaires, et je le cite, « As at date, the MFA is not fully complying with the provisions of the Sports Act 2016 », avait-il notamment répondu. Doit-on désormais comprendre que l'honorable ministre est passé dans l'art de faire le contraire de ce qu'il dit? Toujours est-il, Madame la Présidente, que outre le fait que la MFA fonctionne de manière haut la loi, cette fédération a élu un nouvel exécutif, alors que plus de la moitié des représentants de clubs n'ont pas eu le droit de voter. Je n'ai jamais vu pour une discipline qui est à bout de souffle. De surcroît, le ministère des Sports a été contraint de prendre sous sa responsabilité la formation des jeunes footballeurs. J'avais, Madame la Présidente, dans cette même assemblée, posé des questions sur les capacités du Français Sébastien Sirot pour assurer la formation des jeunes footballeurs mauriciens. Et on a constaté par la suite que M. Sirot a été prié de partir comme DTN après moins d'une année passée au centre technique François Blacard. Concernant justement le centre de réduit, Madame la Présidente, beaucoup de techniciens que j'ai rencontrés se demandent s'il y a vraiment une politique de formation qui est appliquée. Dans cette même ordre d'idée, il faut aussi mettre en avant le choix scandaleux pour un entraîneur national qui passe la majeure partie de son temps à l'étranger. En effet, Madame la Présidente, le dénommé Francisco Filo, pas notre Francisco à nous, est en fait un entraîneur national à temps partiel qui établit une sélection sans voir les joueurs évoluer. Unique au monde,
Et on s'étonne que le niveau de notre football soit au plus bas. Il n'y a pas meilleure illustration du niveau de notre football que les propos tenus par le joueur mauricien d'origine malgache, Francis Razolo Finirina, dans la presse de dimanche dernier. Je le cite, sans un championnat fort, Maurice ne peut avoir une sélection nationale forte. C'est tout dit, Madame la Présidente. Mais que peut-on attendre du ministre qui lui-même permet la violation d'une loi de la République de Maurice? Je parle ici du rôle incompréhensible et inacceptable que le ministère de la Jeunesse et des Sports est en train de jouer dans le cadre de la Fédération mauricienne de judo, comme l'a souligné avant moi l'honorable Le Poigneur. La section 99C2 du Sportsac 2016 est pourtant claire. Un comité temporaire ne peut durer plus de 3 mois. Or, dans le cas du judo, ce comité temporaire dure depuis le 30 janvier 2017, soit depuis 17 mois. Selon un communiqué émis par le service de presse du ministre, j'ai pris connaissance que ce n'est qu'à la fin de janvier 2019 que la notice pour l'organisation d'une assemblée générale élective sera émise. Soit, Madame la Présidente, après 23 mois de comité temporaire. Du jamais vu dans l'histoire du sport mauricien. Un ministre des Sports qui permet à ce que le Sportsac soit bafoué à ce point. Entre-temps, ce sont toujours les sportifs, en particulier les judokas, qui font sérieusement les frais de cette aberration. On peut déjà dire bonjour les dégâts pour les Jeux des îles l'année prochaine. Et dans le sillage des incidents qui se sont déroulés lors des Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie, la question des clubs fictifs et ses conséquences négatives sur le sport mauricien a refait surface. Je vous laisse croire, Madame la Présidente, que la manière dont évolue le comité temporaire, le sport mauricien va encore se retrouver dans les méandres des clubs fictifs, pilotés avec cette main invisible du sport mauricien. Car j'apprends que soudainement, le comité temporaire serait en train de faciliter l'enregistrement de 26 nouveaux clubs, alors qu'il y a 17 mois, il n'y avait pas plus de 9 clubs de judo sur tout le territoire mauricien, y compris Rodrigue. Parlons maintenant, Madame la Présidente, des dotations budgétaires 2018-2019 pour le secteur sportif. Effectivement, la part belle a été faite à l'organisation des Jeux des îles. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, le contraire aurait étonné plus d'un. D'abord, un constat, dans sa présentation jeudi dernier, le ministre des Finances a annoncé que 195 millions seront consacrés dans ce présent budget à l'organisation des Jeux des îles de 2019. Or, nous constatons, selon les estimates, ce montant est réparti sur 2 années financières, notamment 100 millions pour 2018-2019 et 95 millions pour 2019-2020. En ce qui concerne les 75 millions prévus pour la préparation des athlètes, toujours dans le cadre des Jeux des îles de 2019, encore une fois, les chiffres indiqués sont de 60 millions pour 2018-2019 et 15 millions pour 2019-2020. Entre les propos du ministre des Finances et les chiffres mentionnés dans les estimates, il existe une différence qui frappe aux yeux. Madame la Présidente, si ce n'est pas de la manipulation des chiffres, cela y ressemble étrangement. Qu'importe concernant la dotation qui a été faite pour l'organisation des Jeux des îles, une question essentielle demeure. À quoi vont servir les 100 millions alloués dans ce présent budget? Pour organiser les Jeux ou pour payer les frais d'hébergement des délégations dans les hôtels? Dois-je rappeler à la Chambre que le ministre des Sports avait lui-même soutenu dans une réponse parlementaire que près de 140 millions, 133 et quelques, seront nécessaires pour payer les frais des hôtels pour l'hébergement des différentes délégations. Comment et où le comité d'organisation des Jeux des îles, le COJI, va-t-il trouver les fonds nécessaires pour combler son budget? Récemment, son Chief Executive Officer, M. Seuzier, a confirmé dans une déclaration dans la presse dimanche dernier que d'une part, et je le cite, que les sponsors ont des difficultés à entrer dans la mouvance du sponsoring et que le problème demeure le CSR, chose que j'ai moi-même répétée des fois et des fois ici, dans cette chambre, en disant que de nos jours, il faudrait qu'un pourcentage du CSR aille au sport afin de permettre aux fédérations, aux clubs, aux athlètes d'être en partie autonomes
comme recommandé par le ministre des Sports lui-même. Mais il faut simplement donner cette possibilité à ces clubs, à ces fédérations, de pouvoir se débrouiller un peu seuls. Donc, je m'attendais à ce que dans ce présent budget, que le ministre des Finances vienne avec cette proposition, ne serait-ce qu'un petit pourcentage soit alloué au développement du sport, de façon à permettre, comme je l'ai dit, aux athlètes, aux clubs, aux fédérations, de pouvoir être autonomes en partie et non pas dépendre à 100% sur les fonds qui sont alloués par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et maintenant, que voyons-nous, Madame la Présidente? Le COJI a trouvé la bonne parade en lançant un appel d'offres pour engager une agence privée afin de récolter 100 millions pour renflouer ses caisses. Déjà, le fait de lancer un tel appel d'offres fait surgir une importante question. À quoi va bien servir le Club Maurice Company, dont le rôle premier est de récolter les fonds pour le sport mauricien, comme il est stipulé dans ses statuts depuis sa création en 2012? N'est-on pas encore en train de mettre en place des structures pour que les petits copains en tirent profit? N'oublions pas que cette agence que recherche le COJI pour soulever les 100 millions comme sponsoring ne va pas travailler gratuitement. Et il paraît dans le milieu que le pourcentage qui est réclamé est l'autre de 20%. C'est ce qu'on dit. Autre montant ronflant annoncé par le ministre des Finances, toujours dans le sillage de l'organisation des Jeux des îles à Maurice, quelques 375 millions seront consacrés à la rénovation des infrastructures sportives. Une somme qui, selon les estimates, sera versée dans les caisses de l'Association for the Upgrading of the IOIG Infrastructures. Le ministère de la Jeunesse et des Sports agira-t-il avec transparence sur la manière dont ces 375 millions seront dépensés? Ou est-ce que nous aurons droit à ces sempiternels comportements qui consistent à ne pas donner des réponses claires et précises aux questions des parlementaires? Et comme cela a été le cas tout récemment, Madame la Présidente, concernant la Mauritius Multisport Infrastructure Limited, le budget de fonctionnement du comité d'organisation des Jeux des îles, les allocations pour les athlètes à la retraite, State Recognition Allowance, et aussi concernant la Mauritius Football Professional League Limited. On cache des informations. Est-ce que cela va s'arrêter ou bien il y aura de la transparence en ce qui concerne les dépenses des fonds publics, les sommes qui sont approuvées ici dans cette Assemblée? J'espère que ce sera le cas. Madame la Présidente, il est triste de constater que malgré l'arrivée des Jeux des îles dans une année, le ministère des Sports ne s'est pas engagé dans le renouveau du sport mauricien. Pour certaines fédérations, la situation est encore pire. Et pour revenir au football, la nouvelle à l'effet qu'il n'y aura pas de championnat professionnel la saison prochaine a commencé à faire ses dégâts au sein des différentes formations. Du reste, sur ce dossier, le ministère des Sports s'est désengagé, puisque l'item Professional Football ne figure plus dans les estimates 2018-2019. Et l'année dernière, il faut bien le rappeler, j'avais dénoncé dans mon intervention la supercherie qu'est l'organisation du football professionnel à Maurice. Malheureusement, Madame la Présidente, les événements viennent me donner raison. Et selon des responsables de clubs avec qui j'ai parlé ces derniers jours, l'inquiétude est à son comble. Selon eux, depuis le mois d'avril dernier, le ministère aurait soutenu dans différentes réunions qu'il ne financera pas le football professionnel à l'avenir. Encore une fois, ce sont les sportifs qui en feront les frais. Et je m'étonne aussi que les fonds alloués aux fédérations n'ont pas changé depuis ces dernières années et semblent ne pas vouloir évoluer vers une hausse selon les chiffres qui figurent dans les estimates. 67 millions pour plus de 40 fédérations. Faites le compte, Madame la Présidente, et vous verrez la moyenne allouée à une fédération. De ce lot, Madame la Présidente, c'est aujourd'hui une certitude que ce n'est forcément pas la fédération qui a le plus de résultats positifs qui bénéficiera du financement le plus important.
Et aujourd'hui, Madame la Présidente, ce ne sont pas les sportifs qui viennent du circuit traditionnel qui donnent les meilleurs résultats sur la scène internationale. Comment ne pas saluer la récente performance du bodybuilder Aldo Farla, qui pour la deuxième année de suite a décroché le titre de World Fitness Champion en Italie la semaine dernière, et cela à ses frais, sans aucune aide du ministère des Sports. Je peux en dire autant pour la boxeuse thaï Ranini Kandasamy, qui elle aussi a été championne du monde pour la deuxième fois, et qui ne se souvient pas comment cette même Ranini Kandasamy fut traitée, et avant elle, les kickboxers, par le ministère des Sports en février de cette année, et lorsqu'elle recherchait le soutien pour un déplacement à l'étranger. On peut aussi ajouter à cette liste les combattants du jiu-jitsu brésilien qui n'ont pu compter que sur eux-mêmes et de leur poche pour réussir. J'espère tout simplement, Madame la Présidente, que l'honorable ministre ne va pas offrir un chèque de 5 000 roupies et un chapelet de promesses pour se justifier. Ce serait faire offense au courage de ces sportifs. Par contre, je souhaite que le ministère des Sports vienne au plus vite avec des structures qui permettront à ces sportifs, qui ne sont pas issus du sérail des fédérations traditionnelles, afin qu'ils puissent vivre leur passion à Maurice comme à l'étranger, et surtout faire honneur à la République de Maurice lors des compétitions. Et ce n'est pas parce qu'un sport n'a pas la reconnaissance d'une quelconque fédération internationale qu'il ne peut être pratiqué à Maurice et que ses adhérents ne peuvent participer aux compétitions à l'étranger tout en faisant honneur au pays. C'est une aberration, Madame la Présidente, qui mérite d'être corrigée au plus vite, tout comme la politique du ministère des Sports de ne plus accorder de pocket money ou de hard pocket allowance aux sportifs lors de leur compétition à l'étranger, ce qui est carrément démotivant. Mais avant de terminer sur le sport, permettez-moi d'adresser mes félicitations aux tireurs, adeptes de kickboxing, Fabrice Bullock, James Sagat, Stania Radbourne et Warren Robertson, qui ont ramené 4 médailles d'or du Best Fighter Waco World Cup 2018. Il est bon de rappeler que ces mêmes kickboxers, ces mêmes tireurs, ont pendant longtemps galéré avant que leur talent soit enfin reconnu par le ministère des Sports. Madame la Présidente, avant de terminer, permettez-moi de dire quelques mots sur la situation au niveau de l'extrême pauvreté. Récemment, à travers certains médias, la population a pris connaissance de la situation dramatique des familles vivant dans les poches de pauvreté dans la région de Baie-du-Tombeau, connue comme Longère-Blanc et Longère-Toll. Suite à cela, nous avons entendu ici même plusieurs ministres, dans leurs interventions dans cette Chambre, élaborer longuement sur le plan de relogement de ces familles. Je devrais dire enfin, Madame la Présidente, ne dit-on pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire? Considérés comme des quartiers chauds, où la drogue et la prostitution font ravage, où même les enfants ne sont pas à l'abri de ces fléaux. Des mères célibataires livrées à elles-mêmes et dans bien des cas au chômage. Ceux et celles qui travaillent ne le sont qu'à temps partiel, des casual workers qui n'ont malheureusement aucune formation. Aucun encadrement, Madame la Présidente, pour les jeunes qui font face aux nombreux fléaux qui polluent ces quartiers. Le taux d'échec de l'école primaire de la région Serge Coutet est alarmant. Les banlieues de Port-Louis sont en fait les plus touchées par l'extrême pauvreté. Sainte-Croix, Cité-la-Cure, Rochebois, Bois-Marchand, Vallée-Piteau et Tranquebar en particulier. Et actuellement, il y a 28 personnes qui vivent dans le centre communautaire de Baie-du-Tombeau, et cela depuis 8 mois, c'est-à-dire depuis la période des grandes pluies. Et ceux-là, les honorables ministres ne le disent pas ou font semblant de ne pas être au courant. Nombreux sont les familles, Madame la Présidente, qui vivent avec le social aid de 1 700 roupies par mois. Ces familles de Longère-Blanc et Longère-Toll sont délaissées par les autorités et doivent leur survie à des associations et principalement à Caritas, qui leur offrent régulièrement des produits alimentaires de base. Ce ne sont malheureusement pas les abris temporaires en tôle qui changeront grand-chose à la situation dramatique de ces familles.
J'espère de tout cœur que le gouvernement s'activera, non seulement à reloger ces familles vivant dans la détresse, mais aussi à améliorer leur environnement et cadre de vie. Je vous remercie, Madame la Présidente.